Tout a commencé un jeudi de novembre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le ciel était gris sur Lyon, cette grisaille typique de l'automne qui enveloppe la ville comme un châle humide. Mon fils Antoine m'avait appelé la veille au soir, sa voix tremblante d'une émotion que je ne lui connaissais pas. « Maman, il faut que je te voie. C'est important. » À 65 ans, après avoir élevé seul cet enfant depuis ses 8 ans, après avoir traversé tant d'épreuves avec lui, je savais reconnaître chaque nuance dans sa voix. Et celle-là, cette vibration particulière, c'était celle de l'amour. Mon fils était amoureux. Il est arrivé chez moi vers 10 heures du matin. J'habite un petit appartement dans le 3e arrondissement, rien d'extraordinaire. 2 pièces au 4e étage, sans ascenseur. Les murs sont un peu défraîchis, les meubles datent des années 80, et ma cuisine n'a pas été rénovée depuis que je m'y suis installée il y a 20 ans. C'est modeste, mais c'est chez moi. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. « Maman, je vais me marier. » Il avait les yeux brillants, ce sourire d'enfant qu'il n'avait jamais vraiment perdu. Antoine, mon unique fils, ingénieur brillant diplômé de Centrale Lyon, travaillait depuis 5 ans dans une entreprise de génie civil. Un garçon sérieux, travailleur, peut être trop gentil parfois. Le genre a toujours donné le bénéfice du doute aux autres, à ne jamais voir le mal. Elle s'appelle Camille. Tu vas l'adorer, maman. C'est la femme de ma vie. Je lui ai servi un café, celui qu'il aime, serré avec juste un nuage de lait. Et je l'ai écouté me parler d'elle pendant 2 heures. Camille avait 28 ans. Elle travaillait dans les ressources humaines d'une grande entreprise parisienne. Ils s'étaient rencontrés lors d'un séminaire professionnel à Bordeaux, 6 mois plus tôt. Coup de foudre, m'a-t-il dit, comme dans les films. Et sa famille ? Ai-je demandé. Oh maman, si tu savais. Son père est à la tête d'un cabinet de conseil en stratégie à Paris. Sa mère s'occupe d'œuvres caritatives. Ils ont une maison magnifique dans le 16e arrondissement. Camille a grandi dans un monde complètement différent du nôtre. Mais elle est si simple, si authentique. J'ai hoché la tête en souriant. Mais quelque chose en moi s'est mis en alerte. Pas de méfiance, non. Juste cet instinct maternel qui ne dort jamais vraiment. Mon fils allait épouser une fille de la haute bourgeoisie parisienne, lui qui avait grandi dans un HLM de Villeurbanne avant que je puisse lui offrir mieux. Lui dont le père nous avait abandonnés pour refaire sa vie en Australie sans jamais envoyer un centime de pension. Quand est-ce que je la rencontre ? Justement, maman. Ses parents veulent nous inviter le week-end prochain. Un dîner chez eux, à Paris. Je voudrais que tu viennes. J'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. Mon fils me connaissait. Il savait que je n'étais pas du genre à me laisser impressionner par les grandes maisons et les beaux quartiers. Mais il savait aussi que je ferais n'importe quoi pour lui. Bien sûr que je viendrai, mon chéri. Le samedi suivant, j'ai pris le TGV pour Paris. J'avais choisi une tenue simple, une jupe grise, un chemisier blanc, un cardigan bleu marine, pas de bijoux, juste ma montre, celle que je porte depuis 30 ans. Je ne voulais pas paraître ce que je n'étais pas, ou plutôt, je ne voulais pas paraître ce que j'étais vraiment. Car voyez-vous, il y a une chose que mon fils ignore, une chose que j'ai toujours gardée secrète, même envers lui, surtout envers lui. Antoine m'attendait à la gare de Lyon. À ses côtés, une jeune femme blonde, élancée, avec ce genre de beauté classique qui traverse les époques. Camille, elle m'a embrassée avec une chaleur qui semblait sincère. « Madame Renaud, je suis si heureuse de vous rencontrer enfin. Antoine parle tellement de vous. » J'ai souri. Elle était charmante, je devais l'admettre. Mais j'ai remarqué aussi ses vêtements de marque, son sac à main qui valait probablement 2 mois de mon loyer officiel, ses escarpins impeccables. Et surtout, j'ai remarqué la façon dont elle a brièvement parcouru ma tenue du regard. Juste une fraction de seconde, presque imperceptible. Mais je l'ai vue. La maison des Beaumont se trouvait avenue Foch, une de ces demeures parisiennes qui vous rappellent que certaines familles vivent dans un monde parallèle, un monde de dorures, de lustres en cristal et de domestiques en uniforme. En sonnant à la porte, j'ai senti mon fils se raidir légèrement à mes côtés. « Détends-toi, maman. Ils sont très gentils. » La porte s'est ouverte sur une femme d'une 50aine d'années, impeccablement mise, le genre de femme qui semble sortir d'un magazine à chaque instant de sa vie. Béatrice Beaumont. La mère de Camille ? Ah, vous voilà enfin. Elle a embrassé sa fille, puis Antoine avec cette froideur polie des gens qui tolèrent plutôt qu'ils n'acceptent. Et quand son regard s'est posé sur moi, j'y ai lu quelque chose qui ne m'a pas échappé. Du mépris. À peine voilé, mais du mépris quand même. Vous devez être la mère d'Antoine. Enchantée. Entrez, entrez. Pas de baiser, pas de poignée de main.
juste un geste vague vers l'intérieur. Le salon était immense, décoré dans un style empire qui suintait l'argent ancien. Sur les murs, des tableaux que j'ai reconnus immédiatement, des originaux qui valaient une fortune. Le père de Camille, Philippe Beaumont, était assis dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main. Il s'est à peine levé pour nous saluer. « Asseyez-vous, asseyez-vous. Antoine, un whisky. Et pour vous, madame. Renaud. Madeleine Renaud. Un verre d'eau suffira, merci. » Béatrice a esquissé un sourire condescendant. Évidemment, on n'a pas tous l'habitude des alcools fins. Le dîner a été une succession de petites humiliations savamment distillées. Béatrice parlait de leur voyage à Saint-Barth, de leurs amis ministres, de leur réception dans leur maison de Saint-Tropez. Et à chaque fois, elle trouvait le moyen de rappeler d'où nous venions. « Et vous, madame Renaud, vous faites quoi dans la vie ?»« Je suis à la retraite. J'étais institutrice. »« Oh, comme c'est charmant. Les institutrices font un travail tellement important pour les classes populaires. » J'ai vu Antoine serrer les poings sous la table. J'ai posé ma main sur la sienne pour le calmer. « Et votre mari ?» a demandé Philippe entre deux bouchées de foie gras. « Mon mari nous a quittés quand Antoine avait 8 ans. Je l'ai élevé seul. » « Ah. Un parent isolé donc. C'est courageux. » Le mot « courageux » avait été prononcé comme on dirait « misérable ». Camille semblait gênée, mais elle n'a rien dit. Elle n'a pas défendu mon fils. Elle n'a pas repris ses parents. Elle a juste baissé les yeux vers son assiette. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas dans cette famille. Après le dîner, pendant que Camille faisait visiter la maison à Antoine, je suis restée seule avec Béatrice dans le salon. Elle sirotait son digestif en me regardant avec ce petit sourire que je commençais à détester. « Vous savez, madame Renaud, je vais être franche avec vous. Ce mariage me préoccupe. » J'ai gardé le silence, la laissant continuer. « Ma fille a été élevée dans un certain milieu. Elle a des besoins, des attentes. Votre fils est, comment dire, charmant, bien sûr, mais un ingénieur avec un salaire d'ingénieur dans une ville comme Paris. Vous comprenez mon inquiétude, n'est-ce pas? Je comprends surtout que vous jugez mon fils sur son compte en banque plutôt que sur son cœur. » Elle a ri, un rire cristallin et méprisant. « Le cœur ne paie pas les factures, ma chère. Le cœur ne paie pas les robes de chez Chanel ni les vacances aux Maldives. Mais bon, je suppose que ce sont des concepts qui vous dépassent. Je suis rentrée à Lyon le soir même, refusant de passer la nuit dans cette maison. Dans le TGV, j'ai longuement réfléchi. Mon fils était amoureux, aveuglément amoureux. Il ne voyait pas ce que je voyais, et je ne pouvais pas lui ouvrir les yeux sans risquer de le perdre. Alors j'ai fait ce que je fais toujours dans ces cas-là. J'ai enquêté. Voyez-vous, avant d'être institutrice, j'ai eu une autre vie. Une vie que personne ne connaît. Pas même Antoine. À 25 ans, j'ai hérité de mon oncle, un homme d'affaires qui avait fait fortune dans l'immobilier. Pas une petite fortune. Une fortune colossale. Des immeubles à Paris, à Lyon, à Marseille, des centres commerciaux, des bureaux. J'aurais pu vivre comme une princesse. J'aurais pu élever mon fils dans le luxe et l'opulence. Mais j'avais vu ce que l'argent facile faisait aux gens. J'avais vu mon oncle mourir seul, entouré de flatteurs qui ne l'aimaient que pour son argent. J'avais vu des héritiers devenir des parasites sans âme, ni ambition. Alors j'ai pris une décision. J'ai confié la gestion de cet empire à un homme de confiance, un avocat d'affaires brillant nommé Marcel Dumont, et j'ai vécu comme une simple institutrice, élevant mon fils dans des valeurs de travail et d'humilité. Je voulais qu'il se construise par lui-même, qu'il connaisse la valeur des choses, qu'il devienne un homme bien, sans l'aide de mon argent. Et il l'était devenu. Un homme bien. Trop bien peut être. J'ai appelé Marcel le lendemain. J'ai besoin d'informations sur une famille. Les Beaumont. Philippe et Béatrice Beaumont, 16e arrondissement de Paris. 3 jours plus tard, Marcel m'a rappelé. Ce qu'il m'a appris m'a glacé le sang. Madeleine. Cette famille est au bord du gouffre. Le cabinet de conseil de Philippe Beaumont n'existe plus que sur le papier. Il a fait des investissements catastrophiques, des placements hasardeux. Il doit près de 4 millions d'euros à différents créanciers. Leur maison avenue Foch est hypothéquée 2 fois. Leurs voitures sont en leasing. Même leurs domestiques n'ont pas été payés depuis 3 mois, mais ils vivent comme des milliardaires. Justement, ils maintiennent les apparences à tout prix. Ils cherchent désespérément une solution. Et devine quoi? Le bureau où Philippe avait installé son cabinet
celui qu'il loue depuis 15 ans, il appartient à l'une de tes sociétés. J'ai fermé les yeux. Le hasard parfois a un sens de l'humour cruel. Il y a autre chose, a continué Marcel. Ils ont fait des recherches sur ton fils. Ils savent qu'il est ingénieur, qu'il gagne bien sa vie. Mais surtout, ils ont appris que toi, la mère, tu es seule, que tu vis modestement. Pour eux, c'est parfait. Pas de belle famille encombrante, pas de patrimoine à partager. Juste un gendre qui travaillera dur pour leur fille pendant qu'ils essaient de sauver les meubles. Ils veulent utiliser mon fils. Pire que ça, Madeleine. D'après mes sources, ils comptent le faire embaucher dans ce qu'il reste de leur cabinet. Officiellement pour lui donner une opportunité. En réalité, pour qu'il éponge leurs dettes avec son travail. J'ai raccroché, le cœur lourd. Que devais-je faire? Tout dire à Antoine? Il ne me croirait pas. Il penserait que je cherche à détruire son bonheur. L'amour rend aveugle, c'est bien connu. Et mon fils était aveuglé au point de ne plus voir l'évidence. Le mariage a eu lieu 3 mois plus tard, à l'église Saint-Pierre de Chaillot. Une cérémonie somptueuse, payée je ne sais comment par les Beaumont, probablement avec de nouvelles dettes. J'étais assise au premier rang, dans ma robe bleue toute simple, entourée de femmes en haute couture qui me regardaient comme une intruse. Béatrice ne m'a adressé la parole que 2 fois. Une fois pour me dire que ma robe était originale, ce qui dans sa bouche sonnait comme une insulte. Une fois pour me demander si j'avais besoin qu'on m'appelle un taxi pour rentrer à Lyon, comme si je n'étais pas capable de me débrouiller seule. Pendant la réception, j'ai surpris une conversation entre Béatrice et une de ses amies. « Non, mais tu as vu la belle-mère? Une institutrice à la retraite. Ma pauvre Camille, quel sacrifice elle fait par amour. » Son amie a ri. « Au moins, vous n'aurez pas à supporter une belle famille envahissante. Cette femme a l'air tellement insignifiante. Insignifiante. » Le mot m'a fait sourire intérieurement. Si seulement elle savait. Les premiers mois du mariage se sont passés apparemment bien. Antoine et Camille ont emménagé dans un appartement à Neuilly, un appartement bien trop grand et bien trop cher pour leur budget, mais Camille avait insisté. Mon fils travaillait dur, très dur, et je voyais lors de nos appels vidéo hebdomadaires les cernes qui se creusaient sous ses yeux. Puis un jour, il m'a annoncé la nouvelle. « Maman, je quitte mon emploi. Philippe m'a proposé de rejoindre son cabinet. C'est une opportunité incroyable. J'ai senti mon cœur se serrer. Tu es sûr, mon chéri? Tu aimais ton travail? Oui, mais là c'est différent. Je vais pouvoir évoluer, avoir des responsabilités. Philippe croit en moi. Philippe. Pas mon beau-père. Philippe. Comme s'ils étaient amis. Comme s'ils étaient égaux. J'ai voulu le mettre en garde, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Comment dire à son fils que l'homme qu'il admire est un menteur criblé de dettes qui va l'exploiter? 6 mois ont passé. 6 mois pendant lesquels j'ai regardé mon fils s'enfoncer dans un piège dont il n'avait pas conscience. Il travaillait 12 heures par jour, parfois plus. Il gérait des dossiers qui n'étaient pas les siens, il rattrapait les erreurs de Philippe, il jonglait avec des créanciers de plus en plus agressifs. Et puis un mardi de juin, j'ai décidé de lui faire une surprise. J'avais pris le train tôt le matin pour Paris. Je voulais l'emmener déjeuner, lui rappeler que sa mère était là pour lui, toujours. L'adresse du cabinet? Je l'avais. Un immeuble cossu du 8e arrondissement, un de ces bâtiments haussmanniens qui respirent le prestige. J'ai poussé la porte, monté les escaliers, cherché la plaque dorée qui indiquait « Beaumont Conseil ». Mais quand je suis arrivé au 4e étage, la plaque n'était plus là. Juste une porte anonyme, à peine entr'ouverte. J'ai poussé cette porte, et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Mon fils, mon Antoine, était à genoux devant les toilettes, un seau et une serpillière à la main. Il nettoyait. Il frottait le carrelage avec une éponge, son costume 3 pièces taché, sa cravate dénouée. Dans le couloir, j'ai entendu un rire. Le rire de Philippe Beaumont. « Alors, mon gendre, ces toilettes brillent? C'est important, la propreté. C'est peu. Être le seul travail pour lequel tu es vraiment qualifié, finalement. » Un autre rire l'a rejoint, celui de Béatrice. « Laisse-le, chérie. Les gens de son milieu, ils sont habitués à ce genre de tâches. N'est-ce pas, Antoine ?» Je me suis figée dans l'encadrement de la porte. Antoine m'a vu. Nos regards se sont croisés, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. De la honte. Une honte profonde, dévastatrice, qui le rongeait de l'intérieur. « Maman ?» Sa voix s'est brisée. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Il s'est relevé maladroitement, renversant le seau, éclaboussant son pantalon d'eau sale.
Philippe est apparu dans le couloir, suivi de Béatrice et de Camille. Ma belle-fille, celle qui était censée aimer mon fils. Elle était là, les bras croisés, un petit sourire aux lèvres. « Tiens, la belle-mère !» s'est exclamé Philippe. « Vous venez voir comment votre fils s'épanouit dans le monde des affaires ?» Béatrice a ri. « Ne soyez pas trop déçue, Madame Renaud. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et votre fils? Eh bien, nettoyer les toilettes, c'est déjà pas mal pour quelqu'un de son extraction. » J'ai regardé Camille. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas pris la défense de son mari. Elle a juste haussé les épaules, comme si tout cela était parfaitement normal. « Maman, je peux t'expliquer, » a bafouillé Antoine. Je n'ai rien dit. Pas un mot. J'ai regardé mon fils, cet homme brillant, cet ingénieur diplômé d'une des meilleures écoles de France, humilié, rabaissé, traité comme un moins que rien, par des gens qui ne valaient pas le petit doigt de son pied. Puis, je me suis retournée, et je suis partie. Dans la rue, j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. « Marcel, c'est Madeleine. J'ai besoin que tu m'organises une réunion. Demain, avec tous les créanciers de Philippe Beaumont. Tous, tu m'entends? Et prépare-moi les documents de propriété de l'immeuble du 8e. Cet immeuble où se trouve le cabinet Beaumont. » Il y a eu un silence au bout du fil. « Madeleine, tu es sûre de ce que tu fais? Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. » Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau de Marcel, au sommet d'une tour de la Défense. Face à moi, une dizaine d'hommes et de femmes en costume, représentant les différentes banques et créanciers auxquels Philippe Beaumont devait de l'argent. La somme totale de ses dettes s'élevait à près de 5 millions d'euros. Une fortune qu'il n'avait aucun moyen de rembourser. Mesdames et messieurs, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous faire une proposition. Ils m'ont regardé, cette vieille femme en tenue modeste, avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Je souhaite racheter l'intégralité des dettes de Monsieur Philippe Beaumont. Un murmure a parcouru la salle. Et qui êtes-vous exactement? A demandé un banquier d'un ton hautain. Marcel s'est levé. Permettez-moi de vous présenter Madame Madeleine Renaud, présidente du groupe Renaud Patrimoine, un des plus grands groupes immobiliers privés de France, propriétaire, entre autres, de l'immeuble où se situe le cabinet de Monsieur Beaumont. Les visages ont changé. Le scepticisme a fait place à la stupéfaction, puis au respect. En 2 heures, tout était réglé. J'avais racheté toutes les dettes de Philippe Beaumont, son hypothèque sur la maison avenue Foch, ses arriérés de loyer, ses factures impayées, tout. Philippe Beaumont me devait désormais 5 millions d'euros, à moi. L'institutrice à la retraite, l'insignifiante. L'après-midi même, je suis retournée au cabinet. Cette fois, je n'ai pas pris les escaliers. J'ai pris l'ascenseur privé, celui réservé aux propriétaires de l'immeuble. Et j'ai fait mon entrée dans les bureaux de Beaumont Conseil, accompagné de Marcel et de 2 avocats. Philippe était au téléphone quand il m'a vu. Il a raccroché immédiatement. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis assise dans son fauteuil, derrière son bureau dans mon immeuble. Béatrice est arrivée en courant, suivie de Camille. Et derrière elle, Antoine, les yeux écarquillés, ne comprenant pas ce qui se passait. « Maman, assieds-toi, mon chéri. J'ai quelques petites choses à régler avec tes beaux-parents. » Marcel a posé les documents sur le bureau. Des liasses de papier, de contrats, de reconnaissance de dettes. « Philippe, Béatrice, vous me devez exactement 4 853 000 euros, plus les intérêts, plus les arriérés de loyer de cet immeuble, que je possède depuis 1998, plus les dommages et intérêts pour le traitement infligé à mon fils. » Le visage de Béatrice était devenu livide. « C'est impossible. Vous êtes institutrice. Vous vivez dans un 2 pièces miteux à Lyon. » J'ai souri. « Les apparences sont parfois trompeuses, n'est-ce pas? C'est vous-même qui me l'avez appris. Le soir du premier dîner, vous avez dit que le cœur ne payait pas les factures. Eh bien, il se trouve que je peux payer toutes les vôtres et les racheter, et les exiger. » Philippe s'est effondré sur une chaise. « Nous sommes ruinés, a-t-il murmuré. « Complètement ruinés, oui. Depuis des années, vous vivez au-dessus de vos moyens, vous mentez au monde entier, vous prétendez être ce que vous n'êtes pas. Et pire que tout, vous avez humilié mon fils. Vous l'avez fait nettoyer vos toilettes. Vous l'avez traité comme un moins que rien. Vous avez ri de lui. Vous avez ri de moi. »« Maman, » a dit Antoine, la voix tremblante. « Je ne comprends pas. » Je me suis tournée vers lui, mon fils,
mon unique enfant, cet homme que j'avais élevé dans l'humilité pour qu'il apprenne la vraie valeur des choses. Mon chéri, il y a beaucoup de choses que je ne t'ai jamais dites. J'aurais dû, être. Mais je voulais que tu te construises par toi-même, que tu deviennes l'homme que tu es aujourd'hui sans l'aide de mon argent. Parce que l'argent, ça corrompt. Ça rend les gens cruels, arrogants, méprisants, comme eux. J'ai désigné les beaux monts d'un geste. Mais il y a une chose que l'argent permet de faire, quand on sait s'en servir. Il permet de protéger ceux qu'on aime et de rendre justice. Béatrice s'est avancée vers moi, les poings serrés. Vous n'avez pas le droit. Nous sommes une famille respectable. Nous avons des relations. Vous avez des dettes. C'est tout ce que vous avez. Et maintenant, vous allez faire exactement ce que je vous dis. J'ai sorti une feuille de ma poche, un document que Marcel avait préparé pour moi. Voici mes conditions. Premièrement, vous allez présenter des excuses publiques à mon fils. Pas des excuses murmurées du bout des lèvres. Des excuses sincères, devant témoins, enregistrées. Deuxièmement, Camille va signer les papiers du divorce. Elle ne mérite pas un homme comme Antoine. Et troisièmement, vous allez quitter cet immeuble dans les 48 heures. Et nos dettes, a demandé Philippe d'une voix étranglée. Si vous respectez ces conditions, j'effacerai la moitié de votre dette et vous laisserez 10 ans pour rembourser le reste. Si vous refusez, je vous déclare en faillite personnelle dès demain matin et vous perdez tout. Votre maison, vos voitures, vos meubles, tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Camille a été la première à réagir. Elle s'est tournée vers Antoine, les yeux pleins de larmes. « Antoine, je suis désolée, je ne savais pas, tu ne savais pas. » l'a interrompu mon fils. « Tu étais là hier, tu m'as vu à genoux en train de nettoyer les toilettes. Tu n'as rien dit, tu as souri. » Elle a baissé la tête. « Je t'aimais, » a continué Antoine. « Je t'aimais vraiment. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. J'ai renoncé à ma dignité pour toi. Et toi, tu m'as regardé me faire humilier, sans rien dire. » Il s'est tourné vers moi. « Maman, je signe où pour le divorce ? » Ce soir-là, nous avons dîné ensemble dans un restaurant du Marais, un petit bistrot sans prétention où l'on servait une blanquette de veau extraordinaire. Antoine était silencieux, encore sous le choc des révélations de la journée. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» m'a-t-il demandé entre deux bouchées. J'ai posé ma fourchette et j'ai pris ses mains dans les miennes, parce que je voulais que tu sois toi-même. Pas le fils d'une femme riche, pas un héritier. Un homme qui a construit sa vie par son travail, son intelligence, son cœur. Et regarde ce que tu es devenu. Un ingénieur brillant, un homme intègre, un homme bon. Mais j'ai été aveugle. Je n'ai rien vu de leur jeu. L'amour rend aveugle, mon chéri. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu sais aimer vraiment. Les Beaumont, eux, ne savent pas aimer. Ils ne savent que prendre. Et maintenant, tu vas prendre quelques semaines de repos. Tu vas réfléchir à ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Et quand tu seras prêt, tu repartiras de zéro, avec ou sans l'aide de ton insignifiante mère. » Il a ri. Pour la première fois depuis des mois, un vrai rire. Celui de l'enfant qu'il n'avait jamais cessé d'être au fond. « Je crois que je t'aime encore plus maintenant que tu es milliardaire. Je suis toujours la même, mon fils. La même femme qui t'a appris à faire tes lacets, qui t'a consolé quand ton père est parti, qui t'a regardé grandir avec fierté. L'argent ne change pas ce qu'on est vraiment. Il révèle juste ce qu'on était depuis le début. Nous sommes restés longtemps dans ce restaurant, à parler, à rire, à pleurer un peu aussi. Dehors, Paris s'illuminait dans la nuit d'été, indifférente aux drames et aux victoires qui se jouaient dans ces rues. Le lendemain, les Beaumont ont présenté leurs excuses à Antoine, devant notaire. Béatrice pleurait, de rage plus que de regret. Philippe avait vieilli de 10 ans en une nuit. Camille a signé les papiers du divorce sans un mot, sans un regard pour l'homme qu'elle avait épousé 1 an plus tôt. Ils ont quitté leur maison avenue Foch 3 semaines plus tard. Un appartement plus modeste les attendait en banlieue, dans une résidence sans prestige ni dorure. Philippe a trouvé un emploi de consultant dans une petite entreprise. Béatrice a dû renoncer à ses œuvres caritatives et apprendre à faire ses courses elle-même. Quant à Antoine, il a pris le temps de se reconstruire. Il est revenu vivre à Lyon quelques mois, dans mon petit appartement modeste. Nous avons beaucoup parlé, de tout ce que j'avais gardé secret si longtemps. Il m'a d'abord reproché mon silence, puis il a compris. Il a compris que parfois, les parents font des choix difficiles par amour, des choix qui peuvent sembler cruels, mais qui visent à protéger ce qu'ils ont de plus précieux. Aujourd'hui, 3 ans plus tard,
Antoine dirige sa propre entreprise de génie civil. Il l'a créée lui-même, avec ses économies et un petit coup de pouce de sa mère. Elle prospère, cette entreprise. Pas parce que son propriétaire est riche, mais parce qu'il est compétent, honnête et travailleur. Il s'est remarié l'an dernier. Une jeune femme simple, institutrice comme moi. Ils attendent leur premier enfant pour le printemps. Parfois, le soir, quand je regarde les lumières de Lyon depuis mon balcon, je repense à tout ce chemin parcouru. À ce mardi de juin où j'ai trouvé mon fils à genoux, humilié par des gens qui ne valaient rien. À ce coup de téléphone qui a tout changé, à ces millions d'euros qui dormaient sur des comptes pendant que je vivais comme une simple retraitée. L'argent ne fait pas le bonheur, dit-on. C'est vrai. Mais il peut servir à protéger ceux qu'on aime, et parfois à remettre les choses à leur place. Les tours les plus hautes finissent toujours par tomber. C'est une loi de la vie. Les Beaumont l'ont appris à leurs dépens. Ils pensaient que leur argent, leur prestige, leur arrogance les protégeraient de tout. Ils avaient tort, car au bout du compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on est, et ce qu'on fait pour ceux qu'on aime. Mon fils le sait maintenant, et moi, je peux enfin dormir tranquille.